Maître Mercier. Merci beaucoup de nous donner du temps pour un débriefing avec les auditeurs de France Soir et les lecteurs de France Soir. Donc, vous êtes avocat, vous avez publié une tribune avec un certain nombre d'avocats au mois de novembre. Et ce qui m'intéressait, c'est de comprendre un petit peu de la part des avocats, qu'est-ce qui se passe en ce moment en France, quelle est votre perception, et de répondre à un certain nombre de questions que les Français se posent, notamment au niveau de l'indépendance du Conseil d'État et du gouvernement et d'un certain nombre de décisions qu'on a pu voir, d'avoir votre point de vue de professionnel. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est que vous vous présentiez un petit, en quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, alors merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Thibaut Mercier, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis également essayiste et je suis un des cofondateurs d'une organisation qui s'appelle le Cercle Droit et Liberté, avec laquelle nous essayons de défendre concrètement les libertés publiques des citoyens français. Et vous imaginez bien qu'avec les mesures totalement disproportionnées qui ont été prises par ce gouvernement ces derniers mois, on a eu pas mal de pain sur la planche avec cette association. Et c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre vision d'avocat, on va dire, de l'année 2020 et de comment se présente 2021 ? Alors, je dois vous avouer que je suis extrêmement préoccupé. Et d'ailleurs, quand j'en parle à n'importe quel juriste en privé, il n'y en a pas un qui ne partage pas cette opinion. L'ensemble des juristes, en tout cas en off, sont extrêmement préoccupés par les mesures qui ont été prises ces derniers mois par le gouvernement. Et je pense notamment à la disproportion totale de ces mesures dans la restriction de nos libertés. On se demandait il y a quelques mois si le remède n'allait pas être pire que le mal. Et là, on se rend compte vraiment que c'est le cas. Que toutes ces mesures, plutôt que d'aider la France à survivre à ce virus, finalement, amèneront plus de dangers que le virus lui-même. Et on le voit bien sur, évidemment, l'économie, on le voit sur le social, on le voit sur le moral des Français, et on le voit aussi sur l'état de notre droit, puisque maintenant, le gouvernement a vu comme méthode normale de gouvernement de restreindre les libertés plutôt que de chercher des solutions alternatives de gouvernement. Et je pense évidemment dans cette crise à donner plus de moyens aux soignants et à donner à l'hôpital la possibilité de soigner les gens, ce qui a été quasiment mis de côté ces derniers mois. On n'a pas eu vraiment d'annonces pour les hôpitaux, mais en revanche, on a eu énormément d'annonces venant restreindre nos libertés. Et c'est extrêmement préoccupant, non seulement pour l'année 2020, mais sur l'année à venir, pour l'année 2021, qui ne s'annonce pas sous les meilleurs augures. Dans votre Cercle Droit et Liberté, vous avez, ça regroupe quoi exactement en fait, hein, ça regroupe des avocats. Vous vous êtes occupé de quel type d'affaires? Alors, c'est une association qui regroupe des avocats et des juristes, tout type et tout citoyen qui sont soucieux de défendre les libertés publiques en France. Pas besoin d'être forcément un juriste pour en faire partie. Nous, on ne traite pas d'affaires parce que ce n'est pas notre rôle. En revanche, on a, par exemple, en octobre dernier, quand même fait un recours contre le couvre-feu qui avait été imposé en France. Donc, on a fait un recours devant le Conseil d'État. On a pris un avocat pour ça, puisque nous n'avons pas plaidé en notre propre qualité. Malheureusement, le Conseil d'État nous a retoqué et nous a donné tort. Donc, on n'a pas réussi à prouver l'illégalité de ce couvre-feu. Voilà ce qu'on fait avec le Cercle Droit et Liberté, des actions concrètes ou alors des actions de sensibilisation aussi des citoyens sur les mesures que prend le gouvernement en général. Tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez parlé de quand vous discutez avec vos collègues en off, donc c'est-à-dire dans un salon privé, pas de manière publique, entre avocats, vous êtes tous éminemment concernés. Comment expliquez-vous qu'on n'a pas ce même sentiment dans la parole publique des avocats? Écoutez, il y a eu une espèce de chape de plomb sanitairement correcte qui s'est mise en place autour de cette question depuis un an. On l'a vu aussi parce qu'il y a eu une méthode de communication du gouvernement qui a rendu le débat quasiment impossible, ou un débat serein en tout cas, que ce soit un débat médiatique ou un débat démocratique. Je pense notamment évidemment à la culpabilisation du gouvernement sur les citoyens et ce gouvernement aussi par la peur où on a sorti des chiffres. Rappelez-vous, il y a un an, on nous parlait de 500 000 morts, donc des chiffres assez extravagants et une communication qui s'ensuit assez délétère avec
un décompte chaque soir des morts du virus, en oubliant que des centaines de morts meurent chaque jour du cancer, par exemple. Ou alors, je pense encore à… Excusez-moi, je reçois un appel en même temps. Je pense à cette communication du gouvernement qui a été totalement délétère et qui a placé les Français et aussi les avocats dans un état de sidération. Et nous ne sommes plus capables maintenant de sortir de cette sidération et nous n'osons plus nous élever contre cette chape de plomb sanitairement correcte et donc parler en public. Certains le font, je ne suis pas le seul à le faire, d'autres avocats ont pris la parole, mais il faut quand même reconnaître qu'en public, c'est beaucoup plus difficile d'aborder ces sujets. Et donc, on voit que les médecins, puisque le 22 décembre, il y a eu une décision pour essayer de restreindre la parole des médecins qui remettrait, on va dire, la science dans le Conseil de l'ordre. Est-ce que vous avez des pressions de votre ordre? Alors, on n'a aucune pression. L'avantage d'être avocat, c'est qu'on dispose quand même d'une énorme liberté de parole. En revanche, ce qu'on peut pointer, c'est que, et ce n'est pas seulement le cas des avocats, les instances dirigeantes de notre ordre, par exemple, ont été aux abonnés absents sur la défense des libertés des citoyens français ces derniers mois. Aucune action officielle n'a été menée par l'ordre des avocats du barreau de Paris ou les ordres des barreaux de province. Et ce n'est pas seulement chez les avocats, on a vu ça aussi chez les chefs d'entreprise. Il y a très peu de syndicats patronaux qui se sont emparés du sujet. On a encore vu ça dans le cadre de l'Église avec l'interdiction des cultes. C'est plutôt les fidèles eux-mêmes qui ont mené des combats plutôt que l'Église elle-même, les têtes dirigeantes. Donc là encore, dans cette crise, on voit un abandon des élites, en tout cas ce qu'on appelle les élites, de leur base. Et c'est les bases qui portent la contestation plutôt que les élites. Donc, pas de contestation de la part des élites, des mesures prises par l'État qui sont pour vous, qui vont restreindre les libertés, ça devient normal. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour éviter tous ces problèmes? Alors ça, c'est que faire? C'est la grande question. Nous, on avait commencé avec le Cercle Droit et Liberté à tenter le combat juridique, puisque nous sommes des juristes, nous sommes dit que nous allions attaquer les mesures du gouvernement, puisque c'est une des possibilités dans notre État, c'est que les actes du gouvernement sont attaquables devant des tribunaux administratifs ou devant le Conseil d'État. C'est comme ça que nous avons commencé, notamment en attaquant le couvre-feu. Malheureusement, on a vu ces 6 derniers mois que le Conseil d'État validait docilement l'ensemble des décisions qui avaient été prises par le gouvernement, puisque dans cet état d'urgence, le gouvernement prend des décrets. Cet état d'urgence lui permet de gouverner par décret, donc ça lui permet de se passer de la consultation juridique, la consultation démocratique. Donc le Parlement n'a plus son mot à dire et c'est l'État qui peut prendre des décisions de lui-même. Ces décisions sont tout de même attaquables devant le Conseil d'État, ce que nous avons fait. Comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas vraiment. Le Conseil d'État est bien trop docile. Donc, que faire? Évidemment, ça passe par mener tous les combats. Donc, c'est un combat dans l'opinion publique. Donc, ce que vous faites, par exemple, en tant que journaliste, permettre donc à plusieurs points de vue de s'exprimer. Et évidemment, sensibiliser l'opinion et faire pression sur les politiques. Et chacun doit s'y mettre. Donc, c'est un combat qui est politique, qui est médiatique, qui est juridique, qui doit être mené sur tous les fronts, ce qui est très difficile. Et on voit qu'on a quand même beaucoup de mal à avancer. Les arguments en défaveur de ce qu'il faut malheureusement appeler une tyrannie sanitaire prennent le pas et on a du mal à s'en sortir. On reviendra sur la notion de tyrannie sanitaire. Ce qui m'intéresse quand même, c'est dans le recours que vous avez fait devant le Conseil d'État, qu'est-ce que vous aviez plaidé et qu'est-ce qu'il vous a été opposé comme argument? Parce que quand vous dites que le Conseil d'État est un peu docile, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu, parce que le mot docile ne me semblait pas être un argument de droit. Alors, ce qu'on a plaidé, c'est que les mesures étaient disproportionnées. En droit français, on peut porter atteinte à une liberté. Toutes les libertés ne sont pas intangibles. Évidemment, il y en a qui sont convergentes, il y en a qui sont divergentes, il y en a qui sont contradictoires. Donc, il faut nécessairement les mettre en balance. Ça, c'est le travail du gouvernement, de mettre en balance ces libertés. Et à chaque fois qu'il porte atteinte à une liberté, ça doit être fait de manière proportionnée. Nous, ce qu'on a plaidé, c'est que le couvre-feu ou même le confinement était pris de manière disproportionnée. C'est-à-dire qu'on portait atteinte de manière trop importante à la liberté, par exemple la liberté d'aller et venir, la liberté de commerce, comparé aux risques qu'on voulait prévenir. Et là, dans ce cas, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait des mesures qui étaient sûrement moins fortes, moins contraignantes, qui auraient pu être prises
et qui aurait permis de porter atteinte de manière moins importante à cette liberté, par exemple, d'aller et venir ou du commerce. Je pense notamment, évidemment, donner plus de moyens aux hôpitaux, confiner les plus fragiles sur la base du volontariat, plutôt que de confiner une population entière. Ça aurait été également permettre plus de rames de métro pour qu'il y ait moins de gens dans les transports en commun. Vous voyez, un certain nombre de solutions différentes que le gouvernement aurait pu essayer de prendre. Mais plutôt que cela, ils ont pris la mesure la plus contraignante, directement le confinement ou le couvre-feu, et c'est ça qu'on a essayé d'attaquer. Ce que le Conseil d'État nous a opposé, c'est qu'au vu des circonstances sanitaires et de ce nouveau coronavirus, les connaissances scientifiques n'étaient pas suffisantes actuellement pour le combattre de manière différente. Et donc, le couvre-feu et aussi le confinement sont légitimes et sont des manières normales de lutte contre cette pandémie. Et c'est là qu'on voit que, quand je dis docilement, c'est qu'en fait, cette argumentation, elle a été utilisée par le Conseil d'État dans l'ensemble des recours qui ont été déposés et qui ont été refusés, où on nous dit, au vu du contexte sanitaire actuel, mais sans savoir exactement ce que ça veut dire, au vu du consensus scientifique actuel, mais ça encore, on ne sait pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique. Les scientifiques sont toujours en train de se battre entre eux pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc là, on voit que le Conseil d'État n'a pas voulu rentrer dans le fond des choses et mettre en balance différents intérêts et a donc, comme je l'ai dit, docilement validé les décisions du gouvernement. Donc, ils ne vous répondent pas de manière précise sur certains éléments. Est-ce que dans ces mesures qu'ils auraient pu prendre, ils vous ont opposé les traitements? Le traitement Non. Après, peut-être dans d'autres cours qui ont été déposés, mais non, nous, en tout cas, on nous a opposé, par exemple, le couvre-feu en Guyane, qui avait été efficace. Alors, sachant que le couvre-feu en Guyane était plus un confinement qu'un couvre-feu, vous voyez. Donc, c'était un argument qui a été un peu jeté comme un paquet de farine dans l'ordonnance, dans l'arrêt du Conseil d'État, et qui n'a pas vraiment été creusé, en tout cas. D'accord. Et j'imagine que vous avez vu la décision qu'il y a eu en Italie, qui a jugé ces mesures de restriction de liberté comme étant, je crois, illégales et anticonstitutionnelles. Est-ce que vous avez fait appel à des connaissances de ce qui se passait dans d'autres pays? Personnellement ou avec notre association, nous ne l'avons pas fait. On essaie de suivre l'actualité juridique française. Déjà, c'est très compliqué puisqu'il y a eu une espèce de furie réglementaire qui s'est emparée du gouvernement ces derniers jours, même ces derniers mois, avec des centaines, voire des milliers de textes qui sont publiés. Et ça devient très difficile à suivre. D'ailleurs, même le journal officiel qui est chargé de la publication quotidienne de ces textes a par moment du mal à suivre et n'arrive pas à publier à temps. Donc, ça devient très compliqué, même pour les spécialistes, de suivre l'actualité juridique. Alors, je vous laisse imaginer pour les citoyens qui, eux, ont d'autres choses à faire toute la journée, leur travail, leur famille, leurs amis, de voir ce qui se passe vraiment juridiquement. C'est très compliqué. On s'y perd. Le citoyen français, lui, ne comprend plus vraiment la règle. Et d'ailleurs, je pense que l'État français joue sur cette méconnaissance du droit par les Français. Et je pense notamment à cette règle qu'on nous a imposée de 6 personnes à table. Quand on en parle autour de nous, on nous dit « vous n'avez pas le droit d'être plus de 6 à table ». Mais c'est faux. En fait, c'est juste une recommandation du gouvernement qui a été tellement repris dans les médias avec la règle « c'est 6 à table » ou encore un tweet d'Emmanuel Macron qui nous disait la même chose, que maintenant, nous ne savons plus ce qui implique une contrainte légale et qui est une loi ou ce qui est une simple recommandation et qu'il faut suivre sur la base du volontariat. Pour revenir un peu sur la décision du Conseil d'État, parce que la question c'était quand même, donc vous n'avez pas regardé ce qui s'était passé à l'étranger, ça on peut le comprendre, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'actualité, c'est quand même parfois intéressant de regarder ce qui est jugé anticonstitutionnel et illégal dans un pays. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se renseigner, notamment sur les traitements, en tout cas c'est ce que nos lecteurs nous disent, c'est ce qu'on essaye de faire avec François. Mais pour revenir un peu à cette docilité du Conseil d'État vis-à-vis du gouvernement, est-ce que vous insinuez qu'il y a une collusion entre l'État et le Conseil d'État? Alors, je ne sais pas s'il y a une collusion, mais en tout cas, il faut se poser cette question. Je vous rappelle que le Conseil d'État, il a 2 rôles, celui de conseiller l'État, évidemment, et aussi celui de juger de ses actes. Dans les faits, déjà, il y a un problème peut-être de nomination des conseillers d'État. Alors, il y a 2 tiers des conseillers d'État qui sont nommés à la sortie de l'ENA. C'est les meilleurs élèves qui deviennent en général conseillers d'État.
il y a aussi un tiers de ces conseillers qui sont nommés par le président. Et la seule condition, c'est d'avoir plus de 45 ans. Donc là, déjà, il y a peut-être un tiers de nominations qui sont politiques. Ça, c'est sur le côté nomination. Il y a aussi un problème de collusion entre les conseillers entre eux. Il faut savoir que les conseillers d'État ne siègent pas tous dans cette juridiction. Il y en a un certain nombre qui sont envoyés en détachement dans les directions juridiques des cabinets ministériels. Donc, qui rédige les règlements ou qui rédige les projets de loi, ce sont ces conseillers d'État qui ont été envoyés en détachement. Donc, quand on doit faire juger d'un acte du gouvernement, par exemple, qui a été rédigé par un conseiller d'État, ce même acte va être jugé par un autre conseiller d'État. Donc, il y a une espèce d'uniformisation des pensées, puisque celui qui rédige l'acte va aussi être celui qui va en juger. Donc là, on a un petit problème parce que c'est les mêmes mentalités et forcément, on peut se poser la question de collusion. Est-ce que ça pourrait s'apparenter à ce qui se passe dans le milieu médical aujourd'hui, où il y a peut-être un manque de débat, comme vous avez dit tout à l'heure, ou que le débat scientifique n'était pas tranché? Il y a un manque d'indépendance? On peut se poser la question enfin, je pense qu'ils sont indépendants, les conseillers d'État, mais comme je vous dis, c'est plus peut-être une façon de penser. Une façon de penser entre eux avec des gens qui viennent exactement du même milieu, qui sortent quasiment tous de l'ENA, qui travaillent les uns avec les autres. Évidemment, il y a un formatage de la pensée. Parce que bon, on a vu quand même les médecins qui aujourd'hui, y compris le gouvernement, qui dit qu'il n'y a pas de traitement en phase précoce. Il y a certains médecins qui se défendent de qu'il y a des traitements en phase précoce qui permettraient de regarder l'analyse du bénéfice-risque de manière différente. Ces médecins se plaignent de ne pas être reçus sur les plateaux télé. Quelque part, un peu comme vous pouvez vous plaindre de cette manque d'indépendance. Vous préconiseriez quoi pour éviter ces risques? Écoutez, je préconise le pluralisme du débat, le pluralisme des idées, que les médias fassent leur travail en invitant le plus de personnes possible à débattre, ce qui commence à être fait quand même. Et évidemment, ce pluralisme devrait aussi s'appliquer un peu dans les plus gros médias et puis aussi, par exemple, au conseil scientifique où on pourrait avoir des nominations qui soient un peu à contre-courant. Parlons un peu du comité scientifique ou du conseil scientifique, qui sont quand même censés être des experts. Donc, le gouvernement est censé s'appuyer sur ces experts. Quel est votre point de vue de cette expertise, on va dire? Alors, je ne suis absolument pas compétent pour juger de la qualité des expertises du comité scientifique. On peut quand même noter certaines choses. Déjà, c'est que ce comité scientifique n'a pas été nommé démocratiquement ou élu. Il a été nommé par décision du gouvernement. Et ensuite, il faut s'interroger sur ce gouvernement des experts. Donc, que l'État s'appuie sur certains experts pour juger d'une situation, c'est tout à fait légitime. Il faut nécessairement prendre conseil, ça a toujours existé. Le problème, c'est qu'on a l'impression que maintenant, les conférences de presse de Jean Castex ou d'Olivier Véran sont des comptes rendus, des avis du comité scientifique ou du conseil scientifique. Le problème, c'est que l'État a abandonné son pouvoir politique, son arbitrage politique, son pouvoir d'arbitrage entre les différents intérêts, et il a un peu laissé les rênes de la démocratie, on a l'impression, à ce comité scientifique non élu. Et évidemment, le rôle d'un médecin, c'est de soigner. Quand vous allez chez votre médecin, on va vous dire ne sortez pas trop de chez vous, ne buvez pas d'alcool, arrêtez la cigarette. Attention, si vous prenez un 2 roues, vous pouvez avoir un accident. Donc évidemment, un médecin va vouloir vous soigner à tout prix. Et il a avec lui le but de protéger la vie. Mais le gouvernement et la politique, ce n'est pas seulement la protection de la vie, c'est la mise en balance d'un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas que sanitaires. Et ça, on l'a déjà dit, il y a également l'économique. Bien sûr, ça, faut le rappeler. Sans économie forte, d'ailleurs, on ne pourra jamais protéger la santé. Il y a aussi des considérations philosophiques, spirituelles, morales, sociales. Et ces considérations, elles ont complètement été occultées par le gouvernement qui ne se concentre désormais que sur le sanitaire. Et c'est là où le bas blesse et que le comité scientifique existe, c'est très bien, mais c'est au gouvernement de lui dire stop, restez à votre place, vous m'avez donné votre avis maintenant et c'est à moi de prendre la décision.
Mais en tant qu'avocat, j'imagine que quand vous avez une plaidoirie sur un sujet que vous ne connaissez pas, vous faites appel à un expert. Donc, quelque part, vous trouvez que c'est normal que le gouvernement fasse appel à ça, mais vous attendez du gouvernement qu'ils aient une attitude un peu plus comme un juge, quelque part, qui soit beaucoup plus impartial et qui mesure le pour et le contre. Exactement. Comme je l'ai dit, le politique, c'est un arbitrage entre différents intérêts. Il ne faut pas voir la politique que par la lorgnette sanitaire. Et là, on voit bien que c'est le cas. Le gouvernement ne pense qu'à la santé. Et Jean Castex nous avait dit que la priorité absolue, c'était de sauver des vies, par exemple. Alors, c'est très bien, évidemment, il faut sauver des vies, mais est-ce qu'en sauvant certaines vies, on ne va pas en détruire d'autres? Et là, on se rend compte, en fait, que ces mesures vues à court terme, de protection de la vie à court terme, va peut-être détruire la vie à long terme. Mais on est en train de détruire même les forces vives du pays, puisqu'il faut tout de même rappeler ce que c'est que ce virus. C'est un virus qui est finalement assez peu létal et qui n'est absolument pas Ebola et qui touche principalement des gens qui sont en comorbidité ou qui sont proches déjà de la mort. Donc là, on est en train, dans une espèce de refus du côté du cycle naturel de la vie, de vouloir confiner tout le monde ou mettre tout le monde sous couvre-feu pour protéger des gens qui doivent mourir de toute façon dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et c'est là où il y a un petit souci de mise en balance du gouvernement qui a oublié que vivre, c'était également mourir. Ce que vous dites, c'est que le gouvernement ne met pas assez en balance le droit à la santé par rapport au droit à vivre, quelque part. Exactement, le droit à la santé, bon, c'est un de nos droits qui est protégé de manière constitutionnelle, le droit à la protection de la santé. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les droits sont faits pour être mis en balance. Il n'y en a pas un qui doit venir anéantir les autres. Et là, on a l'impression que ce droit à la protection de la santé, qui est invoqué par les Français, par certains Français, puisque faut quand même rappeler que ce confinement et ce couvre-feu a aussi été voulu par une grande partie des Français. Et on a l'impression que ces Français, certains Français en tout cas, de leur peur de mourir, invoquent ce droit à la santé pour contraindre l'ensemble des autres personnes à ne plus vivre et pour leur éviter de mourir finalement. Et ils en oublient de mettre en balance le fait qu'on va pouvoir avoir une vague de suicides ou des entreprises qui vont fermer, des pertes d'emplois qui vont affecter leur environnement social. Tout à fait, ça on le voit. Là, on est en train de retarder par toutes les mesures d'aide, les subventions énormes qui sont versées. On est en train de maintenir certaines entreprises en mode de zombie ou certains indépendants en mode zombie, mais dans quelques mois, quand ces aides vont arrêter d'être versées, là, on va assister peut-être à des faillites, une grande misère sociale, une misère humaine, et qui là aura des conséquences tragiques sur la santé de tout un chacun d'ailleurs. Dans votre association, vous en discutez de ces sujets-là, des entreprises sociétales On essaye de s'intéresser au maximum à tout ce qui nous entoure, puisqu'un juriste ne doit pas se concentrer uniquement sur le droit, sinon ça sera seulement un ingénieur du droit. Donc oui, on en discute. Après, on n'a pas pris de mesures ou on n'a pas eu de réflexion particulière publique sur ce sujet. Et quelles sont les autres attaques, donc à part le couvre-feu que vous planifiez ou que vous avez mis en ligne? Alors pour l'instant, c'était l'unique, c'était contre le couvre-feu. Comme je vous l'ai dit, en l'état actuel des choses, avec un Conseil d'État qui est aussi docile, c'est assez compliqué de continuer le combat juridique parce que ça coûte quand même de l'argent. Il faut quelques milliers d'euros pour déposer un recours, il faut payer un avocat et ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie pour un résultat qui n'est pas forcément très efficace. Donc nous, on prévoit plutôt de se battre sur le côté politique, donc continuer la publication d'articles, sensibiliser les gens sur ce qui se passe, faire des sorties médiatiques. Et peut-être que d'autres confrères, eux, se chargent de faire des requêtes régulières et eux arriveront peut-être à un moment à faire plier le Conseil d'État. Qui sait? En espérant, oui, que ça se passe un peu comme il s'est passé en Italie, qu'à un moment ou à un autre, il y a un juge qui donne droit à en évaluant le fond, quelque part, puisque vous êtes en train de nous dire que le Conseil d'État n'est pas allé juger sur le fond certains de vos arguments. Exactement, et puis ils ne mettent pas en balance les intérêts et les inconvénients des mesures prises par le gouvernement. Voilà. Ils nous disent qu'il faut protéger la santé, mais ils ne vont pas plus loin que cet argument, et pourtant il faudra aller au-delà de ça, de voir ce que c'est que la santé, qui n'est pas la santé à court terme uniquement.
Écoutez, Maître Mercier, merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps pour toutes ces explications. Votre vision est un peu pessimiste, on va dire, mais vous espérez que vos confrères continueront, on va dire, le combat juridique sur le terrain du droit et que vous envisagez de le continuer, on va dire, sur le terrain de la communication et de l'information, ce qui est aussi un challenge aujourd'hui, puisqu'on sait que l'information, nous avons nous-mêmes ce problème à communiquer et à essayer de jouer le contre-pouvoir. En tout cas, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous donner votre point de vue. Et écoutez, si jamais d'aventure vous avez d'autres recours ou d'autres informations ou certains de vos membres ont des actions intéressantes, n'hésitez pas à nous contacter. On vous recevra sur nos ondes avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup. Nous n'y manquerons pas. Bonne journée. Au revoir.